Le missile qui s'est abattu en Pologne était un accident, pas une attaque. Il s'agirait d'un tir de la défense anti-aérienne ukrainienne. Fin du sommet du G20 en Indonésie. La plupart des États condamnent l'offensive russe en Ukraine. Lula veut accueillir la COP 2025 au Brésil, en Amazonie, un symbole fort alors que la forêt a perdu des milliers de kilomètres carrés sous le mandat de Jair Bolsonaro. En voile, le Français Charles Caudrelier remporte la route du Rhum. Après 6 jours, 19h47 en mer, il pulvérise le précédent record. En Pologne, le village de Przewodów respire après les premières conclusions du gouvernement sur l'origine du missile qui a tué 2 personnes mardi dans une ferme. La Russie a été aussitôt pointée du doigt, mais après des heures d'extrême tension, les enquêteurs ont établi qu'il s'agissait probablement d'un missile anti-aérien ukrainien qui a dévié de sa trajectoire ou intercepté un missile russe. Il n'y a absolument aucune indication qu'il s'agissait d'une attaque directe contre la Pologne. Le fait que le territoire polonais ait été touché par une roquette n'est donc pas le résultat de l'activité intentionnelle de quelqu'un. La Pologne n'était pas une cible pour la roquette, donc en fait, la Pologne n'a pas été attaquée. Moscou a nié être à l'origine de ce tir et a salué la réaction prudente et modérée de Washington. Je voudrais vous inviter une fois de plus à prêter attention à la réaction des États-Unis, qui est contrastée avec la réaction absolument hystérique de la partie polonaise et d'un certain nombre d'autres pays. Pourquoi cela s'est-il produit? Vous devriez adresser cette question à Varsovie. Même s'il s'agit d'un accident, la peur est encore bien présente à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Un autre incident de ce type pourrait se produire, car la guerre est toujours là, à quelques kilomètres seulement. Aucune indication ne permet de dire que l'explosion mortelle en Pologne est le fruit d'une attaque délibérée de la Russie. C'est le message de l'OTAN à l'issue d'une réunion d'urgence mercredi à Bruxelles des ambassadeurs de l'Alliance. La rencontre fait suite à la chute mardi soir d'un missile en Pologne à proximité de la frontière ukrainienne. Nous n'avons aucune indication qu'il s'agit d'une attaque délibérée. Et nous n'avons aucune indication qui montre que la Russie prépare une offensive militaire contre l'OTAN. Jens Stoltenberg juge probable que l'incident soit la conséquence du lancement d'une arme ukrainienne utilisée pour défendre le pays face à une attaque de missiles russes. Soyons clairs, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime parce qu'elle continue sa guerre illégale contre l'Ukraine. L'enquête se poursuit. Les ambassadeurs de l'OTAN n'ont pas jugé nécessaire dans l'immédiat d'accentuer la réponse militaire des alliés. Depuis le lancement de l'invasion le 24 février, l'Alliance cherche à ne pas être entraînée dans une guerre de plus grande ampleur. Elle veut se concentrer sur le renforcement de ses forces auprès des pays membres situés à proximité de la Russie et de la frontière ukrainienne. Les forces russes ont mené la plus grande série de frappes de missiles contre les infrastructures critiques ukrainiennes depuis le début de la guerre. Selon l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, il est peu probable que les dommages causés à l'infrastructure énergétique ukrainienne brisent le moral de la population, étant donné l'amélioration des défenses aériennes du pays et les récentes victoires dans la région de Kherson. Selon des sources ukrainiennes et russes, les forces russes ont frappé des cibles à Kiev ainsi que dans les régions de Rivne, Zhytomyr, Lviv, Khmelnytsky, Poltava, Vinstia, Odessa, Kirovohrad, Charkassy, Volyn et Kharkiv. L'état-major ukrainien a indiqué que sur plus de 90 missiles lancés par la Russie, les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu plus de 70 missiles de croisière russes et tous les drones le 15 novembre. Toujours selon l'ISW, l'augmentation du pourcentage de réussite des tirs par l'Ukraine illustre l'amélioration des défenses aériennes ukrainiennes au cours du mois dernier. Et l'état-major ukrainien a attribué cette amélioration à l'efficacité des systèmes de défense aérienne fournis par l'Occident. Pour la première fois, le territoire d'un pays de l'OTAN a été frappé au cours de la guerre. Un missile est tombé en Pologne.
Le ministère russe de la Défense a démenti l'implication de la Russie en déclarant qu'aucune frappe n'avait été effectuée sur des cibles proches de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Reste que la Russie a bien visé Kovel, dans la région de Volyn, et que, selon le chef de l'administration militaire de la région de Lviv, Maxime Kozatsky, les forces ukrainiennes ont abattu la plupart des 13 missiles tirés par la Russie sur la région occidentale de Lviv. Selon l'ISW, les forces russes épuisent considérablement leur stock de systèmes d'armes de haute précision et devront probablement ralentir le rythme de leur campagne contre les infrastructures ukrainiennes critiques. La guerre en Ukraine aura marqué le G20 de Bali qui touchait à sa fin ce mercredi. Et selon le communiqué final du sommet, tous les États ne condamnent pas la guerre. L'ensemble des délégations se sont toutefois accordées sur le fait que ce conflit avait des conséquences lourdes sur l'économie mondiale. À ce sujet, le Premier ministre britannique a vivement critiqué le chef du Kremlin, grand absent du G20. Notre sécurité est menacée de manière persistante et l'économie mondiale est asphyxiée. Il n'y a pas une seule personne dans le monde qui n'ait pas ressenti l'impact de la guerre de Vladimir Poutine. Et les contre-coups économiques du mépris désinvolte de Vladimir Poutine pour la vie humaine se répercuteront dans le monde entier pendant les années à venir. Les explosions survenues en Pologne, vraisemblablement dues à des missiles de la défense ukrainienne, ont marqué la fin du G20. Nous offrons notre plein soutien à la Pologne et notre assistance dans le cadre de l'enquête en cours. Nous resterons en contact étroit avec nos partenaires sur les prochaines étapes. Nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et nous sommes unis. Ce sommet a été toutefois l'occasion de rejeter unanimement tout recours aux armes nucléaires. Le Brésil est de retour. C'est le message que répète le président élu brésilien Lula depuis son arrivée à la COP27 de Sharm el-Sheikh. Symbole de cette volte-face sur les dossiers environnementaux, il a ce mercredi fait savoir qu'il souhaiterait accueillir la COP 2025 au Brésil et plus précisément en Amazonie, poumon vert de la planète. Vous pouvez être sûr que nous allons parler avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et demander que la COP 2025 se tienne au Brésil. Et au Brésil, il faut que ce soit en Amazonie. Et il y a 2 États en Amazonie qui sont capables d'accueillir un tel événement, l'État d'Amazonas et l'État du Pará. Un signal fort envoyé à la communauté internationale qui attend de Lula un virage à 180 degrés par rapport à son prédécesseur sur les questions environnementales. Durant son mandat, Jair Bolsonaro a mis en place des politiques favorisant l'agro-industrie et le secteur minier avec une augmentation massive de la déforestation. Plus de 11 000 km² de forêts amazoniennes ont été rasées par an entre 2019 et 2022. Reste à savoir si au-delà des symboles, Lula parviendra à tenir ses engagements de campagne. C'était un rêve d'enfant pour ce marin chevronné. Charles Caudrelier remporte la route du Rhum. Le navigateur français a franchi la ligne très tôt ce mercredi matin à Pointe-à-Pitre. Après 6 jours, 19 heures et 47 minutes en mer, il pulvérise de près d'1 jour le record de la traversée détenue par Francis Joyon en 2018. Une arrivée en Guadeloupe endeuillée par l'accident d'un bateau suiveur qui a fait au moins 2 morts. C'était une course que je voulais faire depuis très longtemps, j'ai jamais pu la faire. Et je crois que j'ai mis tout ce que je savais faire dans cette course pour la gagner face à un concurrent qui est redoutable, qui a été François, qui arrive bientôt et qui m'a mené la vie dure. Et je crois qu'on a donné une intensité en solitaire que j'aurais même pas imaginé pouvoir mettre sur cette course. Le skipper partait favori à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, premier bateau entièrement conçu pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils et considéré comme le maxi trimaran le plus abouti de la flotte. Et dès le coup de canon mercredi dernier à Saint-Malo, Charles Caudrelier a pris les commandes, une course sans erreur malgré les assauts de ses principaux concurrents, François Gabard, deuxième, et Thomas Cauville. Charles Caudrelier, bardé de trophées en équipage avec notamment 3 Transat Jacques Vabre et 2 Volvo Ocean Race, n'avait jamais pris le départ de la mythique transatlantique en solitaire. Pour sa première participation, il décroche le Graal.